Bonjour à tous et bienvenue. Je suis très heureux, ça n'a pas l'air, mais je suis très heureux de vous accueillir ici dans le nouveau siège du MEDEF de Seine-et-Marne. Il y a tout juste un an, jour pour jour, incroyable, il y a tout juste un an, nous débutions le déménagement. On était très contents, on allait arriver dans le nouveau siège, qui a pris fin le lendemain, le 17 mars, le déménagement. Mais nous aussi, ça nous a bloqués. Et on a regardé ce site se refermer et on l'a quitté pour 2 mois. Voilà. Et on n'a pas pu s'installer. Enfin, on a un peu suivi pour ne pas le laisser tout seul parce qu'il avait besoin d'être accompagné. Voilà. Donc le premier confinement. Un an plus tard, nous sommes ensemble pour échanger sur un sujet de préoccupation majeure, celui de la santé des dirigeants d'entreprise. Je remercie l'ensemble des représentants des services de l'État et de l'administration qui, par leur présence, témoignent de l'intérêt qu'ils portent à ces travaux et de l'intérêt qu'ils portent aux entreprises en général et depuis qu'ils nous accompagnent. Depuis que je suis président, j'en suis un témoin impartial et je les en remercie aussi pour ça, qui sont présents dans la salle par ordre alphabétique. Didier Caroff, directeur de l'unité territoriale de Seine-et-Marne de la Direct Île-de-France. Merci Didier. Jean-Benoît Dubois, directeur départemental de la Banque de France. Et je vous en remercie. Jean-Marc Vallès, directeur départemental des finances publiques. Je vous en remercie. Christine Ciblet-Bevin, administratrice des finances publiques adjointes. J'ai pas fait d'erreur. Hein. Oh. Et en mode visio est présente avec nous Laurence Lassauge, que vous connaissez aussi, directrice du recouvrement URSSAF en Seine-et-Marne. Depuis quelques mois, vous êtes nombreux à nous demander régulièrement « Et alors, comment vont les chefs d'entreprise ?» Plus d'un tiers des dirigeants de PME présenteraient un risque de burn-out, selon une étude de l'Observatoire à Maroc, réalisée entre janvier et février 2021, c'est-à-dire hier. Sur des entreprises de 7 employés en moyenne, donc vraiment tout ce qui est le tissu TPE-PME, le pourcentage de chefs d'entreprise en danger d'épuisement professionnel, c'est-à-dire ceux qu'il faudrait prendre en main immédiatement, est passé de 2% avant la crise à 10% aujourd'hui. Les causes mises en avant sont le sentiment d'impuissance, l'incertitude et des facteurs de stress aggravés. Approvisionnement, santé des salariés, des organisations du travail. Approvisionnement, Peugeot aujourd'hui en est une des victimes. On n'a pas de pièces mécaniques, mais ce n'est pas les seuls. Par exemple, pour que vous commandez un siège un peu électrique, le siège est fabriqué en Italie, une partie en Grèce, mais le système électrique, lui, il vient de Chine. Et vous avez des délais d'attente de 3, 4, 5 mois. Voilà, c'est une difficulté d'approvisionnement qui coûte cher. Enfin, c'est ce que j'ai comme retour d'un de nos adhérents. Je suis perdu du coup. Ah, j'avais tourné la page déjà. C'est vrai que la santé du dirigeant est le premier capital immatériel d'une entreprise et c'est encore plus vrai pour les TPE, PME. Pour faire le point sur la situation des chefs d'entreprise du territoire, j'ai le plaisir d'accueillir et de remercier Brigitte Roblot, merci, Roblet, pardon, Solène Prébeau. Voilà, vous avez fait exprès toutes les deux, non ? Et bien surtout Bruno Costanza, qui a été à l'origine et à l'accompagnement, qui est le patron de tout ça, de Malakoff Humanis, qui ont dirigé une vaste enquête de juillet 2020 à janvier 2021 auprès de nos chefs d'entreprise. Je leur cède la parole pour la présentation des résultats de cette enquête. Naturellement, les questions à distance ou présentes, les commentaires et les témoignages de la salle et de la part des auditeurs, bien sûr, sont les bienvenus. Merci à tous pour votre attention. Je vous laisse la parole. Bonjour à tous et à toutes. Merci Jean-Marc pour cette introduction. Donc, nous avons mené, grâce au partenariat entre Malakoff Humanis et le MEDEF 77, un partenariat historique maintenant,
Nous avons mené une enquête sur la santé du dirigeant. Solène nous redira les dates exactes de l'enquête et nous fera la restitution. Moi, ce que je veux vous dire ici, c'est que Malakoff Humanis est donc un groupe de protection sociale paritaire, c'est important de souligner ce paritarisme, et donc l'implication du MEDEF, de votre MEDEF, mais aussi du MEDEF national bien évidemment, dans la gestion de nos structures paritaires. Malakoff Humanis, pour faire court, c'est donc un groupe de protection sociale avec à la base, mais comme dans tous les groupes de protection sociale, à la base ancestrale, dirons-nous, c'était la retraite complémentaire Agir Carco. Ça l'est toujours, mais nous nous sommes de plus en plus diversifiés vers les secteurs concurrentiels que sont les complémentaires santé et prévoyance, que ce soit à titre de l'entreprise ou à titre individuel. Nous avons aussi de l'épargne salariale et de l'international chez nous. Donc, on ne va pas vous faire attendre plus longtemps puisque vous êtes venus pour cette restitution d'enquête sur la santé du dirigeant, restitution d'enquête, mais aussi benchmark par rapport à des enquêtes autres que la vôtre. C'est ça qui est intéressant aussi. Et je laisse la parole à ma collègue Solène. Donc, bonjour à tous. Donc Solène Prévost, je suis consultante prévention à la direction des branches professionnelles chez Malakoff Humanis. Et donc, dans le cadre de nos activités, on mène, comme le rappelait Brigitte, un certain nombre d'enquêtes, d'études. Alors, au niveau national, des études représentatives du secteur privé pour les salariés, des dirigeants au niveau national. Et puis, dans le cadre des partenariats aussi, des enquêtes qui vous sont dédiées avec une analyse vraiment spécifique que l'on peut comparer justement à ces grandes données que l'on collecte de part et d'autre. Donc on va entrer tout de suite dans le sujet de cette enquête santé des dirigeants qu'on a menée auprès du MEDEF 77, qui va se structurer en plusieurs parties. Alors, tout d'abord, on va revenir sur le profil des dirigeants qui ont participé à cette enquête. C'est très important d'avoir aussi ces indicateurs en tête pour connaître vraiment le profil de ceux qui ont participé à l'enquête, justement dans l'appropriation des résultats et dans l'analyse que l'on va en faire. Ensuite, des indicateurs liés aux dirigeants dans son entreprise pour comprendre aussi un petit peu son activité. Les conditions et l'environnement de travail en période de crise, notamment, on a pu faire sur un certain nombre d'indicateurs justement des parallèles entre leurs habitudes entre guillemets habituelles avant la crise de la Covid et puis depuis justement l'impact que l'on peut mesurer aujourd'hui. Les indicateurs qui concernent la santé et l'hygiène de vie des dirigeants. Et puis pour finir, également un sujet très important, c'est les perspectives et surtout les attentes en matière de prévention et des actions justement pour pouvoir pallier et agir sur ces facteurs de risque que l'on a pu identifier. Donc n'hésitez pas tout au long de la présentation à interagir sur les résultats justement, à poser des questions. Peut-être que ce sera plus interactif de les poser justement au fur et à mesure. Donc voilà, n'hésitez pas. Alors, quelques rappels méthodologiques justement sur cette enquête. Donc, cette enquête a été menée en ligne du 6 juillet 2020 au 19 janvier 2021. Donc, on a pu récolter 78 répondants, donc 78 dirigeants qui ont participé à cette enquête. Et donc, tous les résultats de cette enquête sont comparés à deux benchmarks. Donc, à la fois un benchmark qui concerne un échantillon de 1500 dirigeants au niveau national des TPE-PME qui seront toujours indiqués en fait, comme vous le voyez sur la présentation, en encadré violet. Et puis également, ce qui est très intéressant, c'est de comparer les résultats des dirigeants aux résultats que l'on a au niveau des salariés, justement. Et donc, on mène chaque année un baromètre annuel qui s'appelle le baromètre santé et bien-être au travail au niveau des salariés du secteur privé. Et donc, ces résultats sont aussi indiqués lorsqu'il y a un intérêt et lorsque c'est pertinent, voilà, encadrés en bleu. Donc, bien sûr, à l'oral, je les indiquerai toujours. Alors, vous allez voir dans les slides que je vais vous présenter, il y a beaucoup de graphiques, beaucoup de chiffres. Donc, voilà, moi, je vais essayer de rendre tout ça le plus clair possible. Mais n'hésitez pas si, encore une fois, vous avez des questions.
Est-ce que tout est clair pour vous avant de poursuivre? Hop. Alors, on commence avec le profil du dirigeant. Hop. Alors, qui ont participé à cette enquête, donc majoritairement des dirigeants masculins, hein, à 66%, 34% de femmes qui ont répondu à cette enquête. Ce qui est intéressant dans l'analyse qu'on va vous présenter, c'est qu'on peut justement croiser toutes les variables entre elles, et donc sur un certain nombre d'indicateurs, on peut également évaluer si justement le genre, donc homme-femme, est-ce qu'on a une différence dans les résultats? Et donc ça, c'est intéressant parce qu'on pourra les mettre en perspective tout au long de cette présentation. Donc la moyenne d'âge des dirigeants qui ont participé à cette enquête tourne autour de 51 ans, donc une moyenne d'âge un petit peu plus élevée que celle qu'on a au niveau de notre benchmark dirigeant, qui se situe à 47%. Parmi les réponses... 47 ans, pardon, oui. Vous suivez bien, c'était un piège. Donc 64% des dirigeants qui ont des enfants au sein du foyer, donc c'est aussi une variable à garder en mémoire parce que c'est aussi une variable qui peut avoir un impact sur différents indicateurs, notamment par exemple la conciliation de vie, on le verra par la suite. Et puis également l'ancienneté dans la fonction de dirigeant. Donc là, on voit qu'on a une répartition plutôt homogène en termes d'ancienneté, avec une proportion un petit peu plus importante pour les dirigeants qui ont entre 5 ans et 10 ans d'ancienneté. Voilà. Hop. Si on poursuit sur le profil des dirigeants, donc au niveau du statut, on a la répartition qui suit avec une majorité à 52% de dirigeants salariés, environ 20% de gérants et 16% de TNS avec très faible proportion de professions libérales. Donc on verra juste après les secteurs d'activité prépondérants aussi dans le cadre de cette enquête. 89% des dirigeants interrogés vivent en couple et parmi eux, on en a 54% qui ont leur conjoint justement qui travaille dans une autre entreprise ou une autre administration, 14% qui sont TNS ou en tout cas salariés au sein de leur entreprise et 2% qui sont conjoints collaborateurs. Donc on a quand même 16% des dirigeants qui travaillent avec leurs conjoints. Merci. Ce qui est intéressant, c'est les TNS, les travailleurs non salariés. On a vu que dans la période annuelle qui vient de se passer, il y a une énorme création d'entreprises, plus importante que l'année précédente, et que ce qui est concerné par cette création d'entreprises, c'est des TNS, des travailleurs qui ont créé leur entreprise tout seuls, non salariés. Voilà. C'est important parce que du coup, on voit que ça commence, que cette réalité existait déjà, existe déjà sur le territoire. Merci. Alors, à l'échelle nationale, justement, c'était indiqué. Donc, pour les hommes, on est à 67% et 33% de femmes. Hop, voilà. Donc, on est dans des proportions qui correspondent au maillage que l'on observe au niveau national. Avec une petite poussée féminine dans le 77. C'est le premier pas qui compte. Ensuite, on pose également la question sur la détention sur les parts au niveau du capital. Donc là, on a la répartition suivante, à 45% qui détiennent au moins 50%, à peu près un quart qui détient moins de 50%, et puis à peu près un tiers également qui ne détient pas de capital. Donc après ça, on peut ça s'explique aussi en fonction des statuts qu'on vient de voir juste avant. Oui. Alors dans le cadre de l'enquête, en fait, c'est une question, celle-ci, que l'on travaille avec vous, parce que c'est vrai qu'au niveau des statuts, parfois, il y en a qui préfèrent réduire cette liste, augmenter cette liste. Donc après, nous, on avait décidé cette liste avec vous. Donc là-dessus, je ne sais pas si quelqu'un souhaite préciser ce point-là. On avait comptabilisé à part. Oui. En TNS, c'était vraiment des gens qui n'étaient pas gérants d'une entreprise, même s'ils étaient tout seuls. Le gérant est à part en tant que gérant d'entreprise, avec les statuts, les engagements, les conditions que ça comporte. Et voilà, qu'un TNS a d'autres engagements par rapport à son activité professionnelle.
Et Merci. une autre question, est-ce que dans les dirigeants salariés, on inclut les présidents qui ont un statut de salarié au sens de la sécurité sociale? Alors là, sur tout ce qu'on va voir, et notamment dans ce profil-là, on est vraiment sur du déclaratif. Donc après, c'est vraiment à la compréhension aussi de ces statuts-là des répondants où ils se positionnent. Voilà, faut le voir dans ce sens-là. Alors ensuite, au niveau de l'effectif dans l'entreprise, donc là, ce qu'on voit, c'est qu'on a quand même une majorité d'entreprises de moins de 50 salariés, 77% qui ont moins de 50 salariés, avec une répartition, là encore, plutôt homogène entre les 10 à 19 et les 1 à 9, même si on voit qu'on a la proportion la plus importante justement sur ce petit segment de 1 à 9 salariés, et puis 4% également de dirigeants qui n'ont pas de salariés dans l'entreprise, qui sont seuls. Au niveau des secteurs d'activité, comme on le disait, donc là, on a une liste aussi assez macro qui a été décidée ensemble. C'est une liste qu'on peut plus ou moins adapter aussi en fonction des organisations. Et là, ce qu'on observe, c'est qu'on a majoritairement des dirigeants, en tout cas du secteur de l'industrie, à hauteur de 37%, qui ont participé à cette enquête. Donc ça peut refléter aussi, par rapport à ce niveau de participation, certaines particularités plus présentes dans ce secteur d'activité. Le secteur des services aussi à 29%. Et puis ensuite à 15% les commerces, et avec une répartition égale les bureaux d'études, ingénierie et conseil, et BTP construction à 7%. Santé humaine et action sociale, voilà, ça a été le secteur le moins participatif à hauteur de 5%. Voilà, et on avait vu que c'était un maillage qui correspondait assez à la réalité au sein de vos adhérents. Effectivement, ce qui est intéressant, c'est sans doute aussi ceux qui ont répondu qui sont le plus sensibles à la situation du chef d'entreprise. C'est dans l'ordre en fait de l'intérêt marqué, ou sans doute ceux qui ressentent le plus les effets sur leur santé, sur leur vie, de leur action aujourd'hui à la tête de leur métier et l'industrie par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, les fournitures, se retrouvent avec des soucis supplémentaires qui échappent un peu au service. Alors, si on poursuit maintenant avec justement le cœur du sujet, le dirigeant dans son entreprise. Donc, pourquoi devenir dirigeant? Qu'est-ce qui motive finalement de vouloir devenir dirigeant, et comment le dirigeant voit aujourd'hui les choses dans son activité? Donc devenir dirigeant, dans les résultats que l'on observe, c'est une décision finalement qu'on peut considérer comme opportuniste à hauteur de 85%, mais qui s'est imposée pour la quasi-totalité à hauteur de 91% comme un vrai choix de vie, une vocation. Donc ça, c'est très important aussi de valoriser ces valeurs-là dans le cadre de la posture de dirigeant et de la décision justement de le devenir. C'est un moyen de plus être salarié ou de ne pas l'être pour une bonne partie aussi d'entre eux, à hauteur de 56%. Une tradition familiale à 40%, ce qui reste quand même élevé par rapport à ce qu'on observe au national, qui se situe plutôt à 25%. Et puis dans la hiérarchie, c'est une solution, c'est la seule solution pour travailler et pour exercer l'activité pour 36% des dirigeants interrogés. Donc en bleu, c'est le national, c'est ça les chiffres en bleu à côté? Alors oui, effectivement, les chiffres en violet, encadrés en violet, c'est bien le benchmark des dirigeants. Alors c'est une décision aussi qui est davantage motivée pour justement mener à bien des projets qui leur tiennent à cœur, à hauteur de 86%. Donc on voit que voilà, c'est vraiment un choix de vie, comme on l'a vu juste avant, qui se confirme vraiment dans cette volonté de mener à bien des projets. Un peu moins finalement pour gagner de l'argent, mais ça reste un des vecteurs importants qui se situe là, en tout cas dans cette hiérarchie, en deuxième position. On voit qu'au niveau national, on est sur une dimension beaucoup moins importante à 44%. Et puis la reconnaissance sociale aussi, un élément très important pour le dirigeant, et qui dans cette hiérarchie se situe en troisième position, mais qui regroupe quand même 71% des dirigeants dans cette idée-là. Ensuite, comme on le disait, on a adapté ce questionnaire justement à la situation de crise. Donc là, je ne sais pas pourquoi le graphique n'apparaît pas correctement.
Il y a un problème d'affichage par rapport au graphique, mais je vais vous expliquer du coup les résultats qui peuvent traduire ce que vous voyez à l'image. Donc là, en partant du bas de l'échelle et en remontant, on est sur une échelle de extrêmement impacté à pas du tout impacté tout en haut. Donc on a posé la question aux dirigeants comment eux évalueraient justement l'impact de la crise sanitaire, de la Covid-19 sur leur activité, sur leur entreprise. Et là, ce qu'on se rend compte, et c'est quand même un chiffre assez important qui traduit la réalité d'aujourd'hui, c'est que 70% des entreprises se déclarent, en tout cas évaluent l'impact comme assez impacté ou extrêmement impacté. Le extrêmement impacté, c'est la partie qui se situe en jaune tout en bas et qui est à hauteur de 26%. Donc on est sur un quart des dirigeants d'entreprise aujourd'hui qui vraiment se situe sur cette tranche-là la plus élevée au niveau de l'impact. Et on verra sur la suite des indicateurs santé justement que c'est quelque chose qui se reflète bien dans les résultats. Alors ensuite, si on poursuit, ça c'est une question qu'on a intégrée et qui est très intéressante, c'est justement quelles actions, à date en tout cas au moment de cette enquête, quelles actions avez-vous déjà mises en place ou allez-vous mettre en place justement pour faire face à la crise. Donc là, ce qu'on constate sans surprise, je pense pour vous, c'est voilà, tout ce qui concerne le report ou l'annulation de certaines dépenses. C'est vraiment l'action, enfin en tout cas ce qui a été mis numéro 1 dans les actions pour lutter contre cette crise, en tout cas pour atténuer cet impact sur l'entreprise, c'est d'annuler certains projets, le report de certaines dépenses. Et pour creuser justement ce point-là, on savait que ça allait être une des choses les plus marquantes, en tout cas dans les choses qui ont été mises en place. On a creusé justement cette question pour savoir quel type de dépenses ont été les plus impactées finalement depuis la crise. Et là, ce qu'on voit à 50%, c'est que tout ce qui concerne les actions de marketing et de communication, ce qui sont quand même des départements très importants au niveau des entreprises. Pour 50% d'entre eux, c'est la principale dépense, en tout cas, qui a été annulée ou reportée depuis l'apparition de la crise sanitaire. L'innovation aussi, pour 34% d'entre eux, qui a été un des champs où il y a pu avoir un report ou une annulation des dépenses planifiées. Et puis tout ce qui concerne aussi l'achat de fournitures, des équipements informatiques, qui a pu être impacté également à hauteur de 34%. Les locaux professionnels, les espaces de travail, là c'est peut-être plus des actions qui vont être mises en place justement par la suite par rapport à la crise sanitaire à hauteur de 34% également. Ensuite, pour 43% des dirigeants aussi, la prise de congé des salariés pendant le confinement a été une des actions mises en place dans le cadre de l'entreprise. Et puis à 40% également, donc à un niveau assez élevé, le développement du canal digital, ça c'est une action, voilà, c'est peut-être qui rentre plus dans le domaine de la transformation des entreprises, subie ou non, mais en tout cas voilà, c'est aussi quelque chose. La crise, ça a été le moyen aussi pour beaucoup de pouvoir développer ce canal qui existait peut-être en partie ou pas du tout avant la crise sanitaire. Et puis à hauteur de 30%, comme vous le voyez à l'écran, le gel des recrutements, l'annulation des augmentations de salaire qui avaient peut-être été prévues, en tout cas discutées, qui ont été annulées ou reportées. La réduction aussi du temps de travail, qui est un sujet qui a été un sujet pour beaucoup. La réduction du nombre de salariés également pour un dirigeant sur 5. Juste, je voudrais compléter. Vous avez une question, pardon, allez-y. Une observation. Attendez, on va vous donner un micro pour que le réseau l'entende. On en a un qui est désinfecté préalablement. Merci beaucoup. Oui, on ne voit pas le recours aux mesures mises en place par l'État, les reports de URSSAF, l'activité partielle par exemple. Oui. Ce n'était pas un sujet qu'on évoquait? Alors ça, c'est un sujet qui est beaucoup ressorti dans les questions qu'on a posées par la suite, des questions ouvertes. C'est quelque chose qui est ressorti, mais en tout cas dans la liste qu'on avait définie, voilà, par rapport à cette liste qu'on avait travaillé tous ensemble, effectivement, c'est pas des choses qu'on a intégrées. Oui, non, dans cette question-là, non, ça a été vraiment le choix
le choix dans la liste qui était présentée. Mais ça vient dans les questions juste après, justement, où on les interrogeait de manière un peu plus ouverte. On va avoir un retour. Non, c'est vrai que là, c'était vraiment quelle est votre sensation à l'instant précis. Qu'est-ce que vous avez fait? C'est la question un peu spontanée, la réponse un peu spontanée par rapport à une question qui n'était pas fermée, qui était trop ouverte peut-être, où on n'a pas été chercher. Comment, quels outils avez-vous? On aurait dû compléter en disant quels outils avez-vous utilisés pour ce faire? Je voudrais compléter par une remarque. Vous avez vu, il y a marqué investissement dans les équipements informatiques. Et dans les CFA qui forment des apprentis en informatique et en hôtellerie, on a une chute de ces deux côtés-là. Hôtellerie, on voit pourquoi. Et informatique, on n'a pas compris. L'UTEC a perdu la plupart de ses apprentis, de ses propositions d'apprentis pour l'informatique. Il y a un conseiller d'État à la formation qui est venu nous voir pour essayer de comprendre. Et on n'a pas plus compris que lui. On a le même problème à Avon. On a l'impression que les boîtes informatiques sont tombées. Et en fait, quand on retrouve des chutes sur les commandes informatiques, sur les prestations, et on perd, c'est terrible, hein, on perd les capacités d'accompagner des apprentis parce qu'on n'a aucune entreprise qui les prend. On a vraiment une fermeture là-dessus. Voilà, complémentairement à ça, ça m'a impressionné. Je vais passer la parole à la DGFiP. Oui, je suis frappé, mais ça va sans doute se retrouver dans le moral des entrepreneurs, par le nombre de mesures malthusiennes. Le seul point positif qu'on retrouve dans l'ensemble de ces réactions, c'est le développement du canal digital. Donc, contrairement à ce que disait Yves Montand il y a quelques années, c'est pas vive la crise, la crise qui génère une remise en question, qui permet de trouver éventuellement de nouveaux créneaux. Là, on réduit les investissements, on met les salariés en chômage partiel, voire en congé. Et le seul point positif que l'on retire, là, les seules mesures positives, c'est le développement du canal digital. Et pour préciser justement par rapport à la première question, c'est vrai que là on est bien sur les mesures qui ont été mises en place par le dirigeant lui-même. C'est vraiment lui, son action pour, dans le cadre de cette crise, quelles actions lui déjà il a mis en place. Voilà, là on n'était pas du tout sur le volet lié aux mesures prises par le gouvernement, les aides, etc. Là on est vraiment sur lui en tant que chef d'entreprise, dans le cadre de son activité. Quelles actions ont été, ou en tout cas vont être mises en place. Et Solène, nous avons aussi une question en visio. Les chefs d'entreprise voudraient savoir si les dépenses dans la formation ont également été ajustées à la baisse avec la crise, si c'est une information qui est ressortie ou finalement pas. Non, c'est pas, en tout cas, dans cette question-là, on était bien sur une question fermée à choix multiples. Donc on a creusé sur le point, pour ceux qui ont répondu annulation ou report de certaines dépenses, on a posé une question annexe pour identifier ces actions-là, mais le questionnaire étant déjà assez conséquent, on a quand même essayé de réduire au maximum les questions ouvertes qui sont un petit peu plus difficiles à traiter derrière pour imaginer les différentes cas de figure. Et ce qui est ressorti, c'est, en tout cas là, c'est quand même assez frappant, c'est tout ce qui concerne le marketing et la communication. Après, derrière, oui. Oui, en fait, quand on est au début, là, dans les 57%, c'est la non-vision, c'est l'inquiétude du chef d'entreprise. Donc les actions de marketing, dans quelle direction? Pourquoi? Là, tout d'un coup, ça se ferme, l'horizon se ferme, la vision se ferme. Et au bout d'un an, on a bien vu que c'est complexe d'imaginer, de travailler aujourd'hui dans la situation dans laquelle on est. Il y a ceux qui ont continué, qui l'ont fait et qui n'ont pas eu de sentiment de recul. Il y a eu toutes les aides de l'État qui ont permis de s'assurer d'être toujours présents. Et dans ces 57%, ils sont toujours là. Ils ne sont pas partis, on les aurait retirés de l'étude. Donc c'est vraiment, en même temps, ça mérite de montrer qu'ils sont là, qu'ils sont conscients et qu'ils ont des questions. Ils ont une question sur l'avenir, ils ne savent pas comment communiquer. Ils ont une question sur les achats de fournitures, parce que est-ce que les gens vont travailler chez eux? Est-ce qu'ils vont venir sur leur site? Ils ont une question sur les locaux professionnels. Est-ce qu'on va les développer ou est-ce qu'on va se restreindre? Voilà, on voit quand même plutôt un naturel de gestion. Et pas une négation de l'aide de l'État. Bien au contraire. Voilà.
Et justement, comme je le précisais, on a aussi posé la question juste après, de manière un peu plus ouverte, justement pour ouvrir le champ de ce sujet-là, sur quelles sont vos attentes justement pour adoucir ces difficultés. Et c'est là où on peut voir justement d'autres choses qui ne sont pas forcément apparues dans la question précédente, enfin dans les réponses précédentes. Alors pour un certain nombre, c'est l'activité économique qui redémarre qui a été voilà, le plus cité de manière spontanée, sans surprise, hein, c'est ce qui pourrait sauver en tout cas une grande partie d'entre eux, c'est vraiment lié à l'activité et ce qu'on ne peut aujourd'hui pas encore contrôler. Les aides de l'État aussi, c'est quelque chose qui est revenu plusieurs fois, donc allègement des charges de l'entreprise, moins de tâches administratives, les tâches administratives et la difficulté, cette lourdeur, c'est quelque chose qui est ressorti aussi dans les verbatims justement qu'on a essayé de regrouper. Hein. Là, vous avez vraiment quelques exemples en tout cas de verbatims qui ont été déclarés, mais voilà, ça c'est quelque chose qui est aussi revenu. La motivation du personnel aussi, des salariés, ça c'est quelque chose qui est revenu dans justement ces réponses spontanées des dirigeants, c'est comment aujourd'hui on les remotive, comment dans le cadre du télétravail on peut justement garder cette âme d'entreprise, cette motivation à aller de l'avant et à garder espoir finalement dans la situation, surtout pour celles qui ont été le plus impactées. Ça c'est quelque chose, voilà, du point de vue du dirigeant qui ressent, et c'est comment garder cette perspective-là et la confiance dans les salariés. Et puis, il y a aussi un certain nombre de dirigeants qui n'attendent rien, finalement, qui ont répondu simplement aucune. Je n'ai aucune attente, je n'attends rien de personne pour m'aider. Il faut s'adapter, prendre du recul. Ça aussi, c'est voilà, c'est des verbatims un peu clés qu'on peut, voilà, qui sont importantes à garder en tête parce que finalement, ça peut aussi renvoyer. Finalement, on pourra comparer ces points-là avec l'indicateur d'isolement personnel et professionnel qu'on verra par la suite. Mais voilà, ça peut aussi révéler une certaine perception des dirigeants qui finalement se retrouvent dans cette situation-là, plutôt isolés et qui n'attendent rien, mais parce qu'ils ne savent pas forcément vers qui se tourner non plus. Donc ça révèle aussi une certaine réalité, en tout cas d'aujourd'hui. De pouvoir discuter avec d'autres dirigeants, confronter les difficultés, en parler, ça c'est quelque chose aussi qui est revenu dans les résultats. Il y en a deux parmi ceux qui ont répondu à cette enquête, qui ont dit dans cette enquête en fait qu'ils allaient fermer leur entreprise pour en ouvrir une autre par la suite. Donc ça, je l'ai quand même indiqué parce que moi, ça m'a frappé aussi que le dirigeant spontanément le dise comme ça dans un commentaire. Donc ça, c'est ressorti. Et puis, il y en a d'autres voilà, qui, dans cette question-là, en termes d'attente, ont parlé de thématiques un peu de prévention, donc pouvoir dormir, une cure de repos, retrouver une vie sociale, ça c'est quand même ressorti aussi plusieurs fois. Voilà, donc ça, voilà, là, on est vraiment sur du spontané et sur une question ouverte qui, voilà, derrière quelques phrases comme ça peut vraiment révéler du sens et c'est bien de toujours poser aussi ce type de questions complètement ouvertes pour vraiment voir le ressenti des dirigeants. Sur la partie j'arrête et je reprends, un des deux l'a fait déjà. Donc c'est pas seulement une projection dans l'avenir, c'était une réalité de l'action. Je crois que les deux sont dans cette action-là. Ce qui est aussi très intéressant, eu égard à la confiance quand même, c'est très, hein, ce point d'équilibre est incroyable. Et donc, c'est reparti, c'est la société est repartie. En fait, il a arrêté, mais il l'a vendu. Il n'a pas jeté à la poubelle, il s'en est séparé. Et puis, voilà, il est reparti, il a recréé pour avoir une autre dimension, une autre perception, et une autre tranquillité d'esprit, mais d'être toujours... voilà, c'était intéressant à savoir. Si je peux me permettre, nous avons un commentaire du président du tribunal de commerce de Meaux qui dit que ce qui est présenté jusqu'à présent est assez révélateur et conforme aux situations qu'il rencontre au niveau du tribunal de commerce de Meaux. Alors ensuite, on a posé une question aussi beaucoup plus spécifique justement pour creuser ce point-là et pour savoir justement quelles sont ces difficultés, ces événements qui ont eu lieu justement au cours de ces 12 derniers mois. Donc avec une distinction
habituellement, que vous voyez sur la partie de gauche en orange, et puis depuis la crise de la Covid-19. Donc là, ce qu'on constate, c'est assez frappant, hein, même sans donner de chiffres, on voit tout de suite qu'il y a un certain nombre de difficultés qui étaient déjà présentes, mais qui ont explosé depuis la crise du Covid, et qui avaient des difficultés pas forcément présentes, qui sont vraiment apparues de manière bien distincte depuis la crise de la Covid-19. Donc sans surprise, c'est les difficultés liées au manque de visibilité économique qui ont été le plus citées, enfin le plus cochées dans cette réponse. On passe de 16%, donc il y en avait quand même 16% avant la crise, hein, qui ressentaient en tout cas cette difficulté liée au manque de visibilité économique, mais on passe quand même de 16% à 60% des dirigeants qui le déclarent comme une vraie difficulté rencontrée au cours de cette année. Donc on a vu juste avant qu'on avait 77% des dirigeants qui déclaraient, qui évaluaient le niveau d'impact comme assez ou extrêmement impacté par la crise. Et là, on voit bien qu'une des raisons aussi principales dans cette insécurité ressentie, c'est ce manque de visibilité économique. Alors des difficultés de vente aussi, hein, qui est cité pour 36% des dirigeants interrogés. Les difficultés avec les salariés, ça c'est important de le noter aussi, à hauteur de 24%, donc un quart. On peut le mettre en parallèle avec ce qu'on a vu juste avant, dans la question ouverte où on posait les questions en termes d'attente pour adoucir ces difficultés-là. C'était la motivation des salariés, comment redonner confiance. Là, on voit qu'on a aussi des difficultés, des tensions au travail, des tensions peut-être dans le cadre du management, l'absentéisme, tout ça qui est apparu, en tout cas depuis la crise sanitaire. Les difficultés de trésorerie, bien sûr, présentes pour un dirigeant sur 5. Difficultés avec l'administration aussi. C'est ce qu'on a vu précédemment. La lourdeur aussi de l'administratif qui peut être liée aussi aux mesures mises en place. Et donc, pour y accéder, il y a quand même un certain effort à faire. Et donc, ça peut être aussi une charge en plus pour le dirigeant. Et puis, les difficultés avec les fournisseurs qui n'existaient quasiment pas avant la crise et qui sont aujourd'hui cités pour 15% d'entre eux. Je voudrais juste, vu le travail qu'on fait avec l'administration sur ce territoire, les 16%, c'est plus lié à des conditions nouvelles de relation avec l'administration au travers de déclaratifs, au travers de recherches d'aide, au travers avec l'URSSAF, de reprendre avec. Et donc, en fait, je ne crois pas que ça soit des difficultés au titre de la difficulté telle que les 9% préalables le présentent, mais plutôt une interaction plus nombreuse, plus déterminée. Moi, je vois quand on aide les entreprises à remplir les documents, c'est juste qu'ils sont débordés par autre chose et qu'ils ressentent ça comme une difficulté. Mais vraiment, d'abord, 16%, c'est très peu. Si vous regardez par rapport à la situation, hein, c'est très peu. Et l'interaction qu'il y a eu entre les administrations, qui sont présentes ici, et ailleurs, comme l'URSSAF, qui sont au bout de l'écran, avec les entreprises, c'est fou. On a triplé, quadruplé le nombre d'interventions, de demandes, de recherches, de positionnement, de combien de dossiers supplémentaires. Donc, je veux dire, c'est très relatif, les 16%. Si on regardait par rapport à l'ensemble des dossiers, des interactions, on est bien en dessous des 9% en temps normal. Voilà, faut garder la relativité. Voilà, je vous laisse intervenir. Voilà. J'imagine que pour l'accès au financement, c'est la même chose. C'est-à-dire que la crise a fait apparaître des difficultés de trésorerie qui ne seraient jamais apparues dans une situation normale. Parce que s'agissant de l'accès au financement, pour ne prendre que le PGE, il y a eu à peine 3% de refus de PGE. Par contre, ça a nécessité aux entreprises de monter des dossiers, de solliciter les banquiers qui ont répondu largement aux attentes. C'est plus de 2,3 milliards d'euros qui ont été mis en place dans ce département au bénéfice essentiellement de TPE d'ailleurs. Absolument, les 21% sont bien moindres que les 11% relativement au travail qui a été fait. Et nous avons un commentaire aussi en visio de M. Franck Vivier, entreprise Sodias, qui voudrait quand même redire que les différents services de l'administration ont été remarquables d'efficacité et de réactivité pendant cette crise. Je ne veux pas faire d'emprunt nouveau, hein, vous inquiétez. C'est vrai, et Franck, il suit une partie du territoire, qui est tout le nord de la Seine-et-Marne, et qui est un président délégué, un vice-président, entre guillemets, de Seine-et-Marne. Il y en a 7, et il fait partie de cela.
Alors, si on poursuit, on voulait également intégrer cette dimension justement sur le télétravail pour mieux comprendre aussi justement comment l'entreprise s'est adaptée, comment le dirigeant a pu s'adapter par rapport à justement à la situation du premier confinement très strict et puis par rapport aux mesures également d'aujourd'hui. Donc, avez-vous mis en place le télétravail au sein de votre entreprise pour tout ou partie des salariés? Pour 72%, oui, ils ont pu le mettre en place et donc c'est aussi ça qui a pu finalement amoindrir un petit peu cette perte d'activité qui a pu être le cas pour beaucoup d'entre eux. Non, pas adapté à l'activité, là on est à 28%. Et derrière ce 28%, en fait, si on creuse ceux qui disent que le télétravail n'est pas adapté à l'activité, on voit que c'est surtout les dirigeants des métiers de l'industrie et du commerce qui n'ont pas pu s'adapter justement à cette... Voilà, au travail à distance justement, donc ce résultat s'explique aussi au travers des secteurs d'activité qu'on a pu croiser sur cette variable. Nous allons ouvrir le... Oui, et puis parmi les 72% de oui, il y en a 22% qui avaient déjà mis en place le télétravail avant le confinement, avant la crise sanitaire. Mais pour la majorité, pour 51%, c'est vraiment la situation du pays qui a forcé, entre guillemets, en tout cas qui a aidé au déploiement, à ce déploiement dans les structures d'entreprise. Nous avons un commentaire du président Naudin, président du tribunal de commerce de Meaux. Monsieur Naudin, on vous a ouvert le micro. Oui, je vous remercie. Je ne sais pas si vous m'entendez, oui? Bon, parfait. Je voulais revenir sur la perception des aides et vous dire comment ça se passe à notre niveau. Nous avons, nous, très peu d'ouverture de procédures collectives parce que grâce aux aides de l'État, je dirais que la grande majorité des entreprises, elles sont en stand-by. Et que ce que reflète l'étude, c'est en fait ce stand-by qui est un peu acquis. C'est assez singulier parce que finalement, les chefs d'entreprise ne sont pas plus reconnaissants que ça pour les efforts de la nation pour permettre de maintenir en l'état le tissu industriel. Mais enfin, pour l'instant, tout est en stand-by. Et on se demande beaucoup comment et dans quelles conditions on va pouvoir redémarrer. Donc, est-ce qu'on va devoir arrêter pour redémarrer? Et comment on va pouvoir redémarrer? Dans quel état serons-nous pour redémarrer? Et c'est un peu le sentiment que j'ai à écouter la restitution de cette étude. Je voudrais dire que nous avons une difficulté par rapport à cela. C'est que nous sommes handicapés dans notre mission de prévention des difficultés des entreprises par le fait que les administrations, l'administration fiscale et les caisses sociales ne procèdent plus aux inscriptions de privilèges, hein, puisqu'il y a des dispositions qui ont été prises en ce sens, qui est notre premier indicateur pour connaître les difficultés, les sommes n'étant bien souvent plus exigibles, il n'y a plus d'inscription et donc ça nous pose une difficulté en matière de prévention pour connaître les difficultés de l'entreprise, ça se conçoit aisément, mais pour connaître les difficultés des dirigeants. Parce que nous avons une chute terrible des entretiens de prévention. Nous ne rencontrons plus, ou beaucoup moins, les chefs d'entreprise. Et ce faisant, nous ne pouvons pas les orienter vers APESA, notamment pour la prévention du suicide des chefs d'entreprise. Et j'ai, en 2020, à peine la moitié des fiches d'alerte et des interventions de psychologues par rapport à 2019. Voilà, c'était une difficulté dont je voulais vous faire part parce que dans le dispositif tel qu'il fonctionne, et il fonctionne admirablement bien, à mon avis, là, nous avons un petit effet pervers parce que la couverture qui a été offerte par les services de l'État
ne nous permettent pas, nous, de déceler les chefs d'entreprise en détresse morale. Voilà. 1, 2. Merci Philippe, vraiment, merci beaucoup. C'est très important. Il y a une autre chose pour échanger juste avec toi, il y a quelque chose d'autre qui se pointe, c'est la trésorerie. C'est-à-dire que ce confort est en train de faire relâcher la tension et la prise de trésorerie. C'est-à-dire préparer la sortie du PGE et commencer à mettre en place, j'en discutais avec la banque... Merci, excusez-moi. J'ai eu un peu de Covid, ça laisse quelques traces, mais ça s'améliore de jour en jour, je vous rassure. Et donc, on en discutait il n'y a pas très longtemps avec le patron du département et du 91, et avec le patron régional, qui disait notre inquiétude, c'est qu'on n'a plus de gens qui viennent préparer, préparer leur trésorerie au travers de l'action commerciale normale, du recouvrement des factures, de l'organisation de ce recouvrement, etc. Ils ont un peu abandonné ce travail. Et donc, il faut être attentif à ça. Et je pense qu'on va lancer une action pour les ramener à la compréhension et avec les banques pour leur redire, voilà, il existe un certain nombre de systèmes pour préparer. N'attendez pas que tout d'un coup, du jour au lendemain, tout aille toujours très bien. C'est cette inquiétude que tout le monde s'installe dans un confort remarquable. Il faut préparer la sortie. Voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres retours par rapport à ces premiers résultats? Alors si on reste justement sur le sujet du télétravail, on a posé d'autres questions complémentaires justement suite à ce premier résultat des 72% de oui qui ont mis en place le télétravail avant ou depuis la crise, avec 28% pour qui ce n'est pas adapté. Pour ceux qui l'ont mis en place, donc avant ou depuis, on leur a posé la question sur justement la satisfaction, leur niveau de satisfaction du télétravail, donc avec une note de 1 à 10. Et là, ce qu'on observe, c'est une note moyenne de 6,1 sur 10, avec une bonne moitié quand même qui a mis une note entre 0 et 6, qu'on considère comme détracteur hein, dans le monde des études. C'est une note qu'on peut considérer, une moyenne voilà, qu'on peut considérer comme correcte, mais derrière ce résultat, on voit qu'on a quand même la moitié des dirigeants qui aujourd'hui ne sont pas satisfaits, en tout cas de cette mise en place. Donc après, peut-être ça peut ouvrir la discussion sur ce point d'irritation-là, sur comment le rendre, comment les rendre plus satisfaits par rapport à ces nouveaux modes d'organisation et de travail qui aujourd'hui prennent une place et peut-être aussi dans le futur de plus en plus importante. On a des notes de 7 à 10 pour 40%, de 7 à 8 pardon, pour 40% des dirigeants et des très très bonnes notes. Donc là, on est sur du 9, 10 sur 10 à 10%. Donc voilà, on a quand même une faible proportion, mais ça reste à noter, 10% des dirigeants interrogés, en tout cas, qui sont tout à fait satisfaits. Pour ceux qui ont mis le télétravail en place depuis la crise de la Covid-19, on leur a posé la question aussi pour savoir s'ils pensent le poursuivre post-crise sanitaire, donc au fameux retour à la normale lorsque ce sera possible. On a là aussi, finalement, dans les résultats, une analyse à faire, c'est qu'on a 52% qui sont clairs avec cette idée-là et disent oui, on va le poursuivre parce que voilà, ils doivent se situer sûrement entre eux, ceux qui ont mis 7 à 10 sur 10. Mais pour 26% d'entre eux, donc un petit peu plus d'un quart, ils ne souhaitent pas, donc c'est clair, ils ne souhaitent pas le poursuivre. Et pour un autre quart aussi, à 23%, ils ne savent pas. Donc aujourd'hui, on est sur finalement un sujet qui n'est pas encore clair pour eux et qui reste à se construire en tout cas par la suite. Et peut-être ils sont également en attente justement de cette reprise pour voir comment ça peut vraiment entrer dans une nouvelle organisation de travail. Mais voilà, là-dessus, on a aussi un sujet peut-être à creuser avec eux si peut-être des ateliers ou des discussions vont se faire sur ce sujet. Voilà, on a quand même cette analyse sur ce point-là qui peut en tout cas soulever beaucoup de questions. Interpellé par ça, on a commencé à travailler. On s'est rendu compte qu'en fait, le télétravail, il a deux formes. Soit on décide de faire du télétravail au sein d'entreprises,
et on l'organise par rapport à sa réalité économique, soit, et ça a été le cas, on le met en place parce que Covid. Et donc on a commencé à faire différencier dans les chefs d'entreprise la situation dite de télétravail Covid et la réflexion d'un télétravail à terme qu'on met en place par rapport aux bénéfices qu'on a pu y trouver au travers du Covid, qui porte toujours son négatif, son bénéfice. Puisque la personne peut être malade chez elle, enfin il y a eu plein de problématiques d'interaction négatives qui n'étaient pas créées dans une situation des gens qui faisaient du télétravail avant le Covid, donc on a le petit pourcentage. Et donc on a découvert ça avec le MEDEF Île-de-France et on est en train de retravailler pour avoir une prospective là-dessus et conduire à des réflexions qui tiennent compte des deux éléments. Je n'ai plus de Covid, je télétravaille, comment je m'organise, qu'est-ce que ça m'apporte? J'ai le Covid, et bien on l'organise autour de ça. Et on demande même aux gens aujourd'hui qui font des contrats de télétravail ou des engagements avec leur personnel de bien le créer sous situation de Covid. J'espère que le patron de la directe ne me mettra pas des baffes en sortant. Et en dehors de ça, de faire un projet de télétravail qui s'organise dans le naturel de la vie. Merci. Et peut-être un complément avec un commentaire d'un chef d'entreprise connecté, Philippe Tavel, entreprise Module Système, qui indique que si on a vécu une accélération forcée du télétravail, c'est malgré tout le vecteur d'une évolution sociétale profonde et que dans un certain sens, il n'y aura plus effectivement de contrat de travail à l'avenir qui sera sans cette possibilité de télétravail, notamment vis-à-vis des jeunes recrues, et que cette problématique télétravail est à mettre en perspective avec la tension et le prix des logements en Île-de-France. Et on a effectivement tendance à s'éloigner de son lieu de travail et à privilégier le télétravail en retour. Voilà, Philippe, j'espère que je n'ai pas trahi ton propos. Tu me surveilles, je te vois dans la vignette. Alors du coup, si on poursuit sur cette troisième partie autour des conditions et de l'environnement de travail des dirigeants, donc on a posé plusieurs questions justement autour de leur activité. Donc tout d'abord le nombre d'heures travaillées par semaine. Donc là encore, on a fait une distinction avec justement habituellement combien d'heures travaillez-vous par semaine. Et depuis le déconfinement du 11 mai, vu qu'on était en pleine période à ce moment-là, on a lancé l'enquête en juillet. Donc voilà, on a pris en compte, on voulait pas trop biaiser les résultats, donc on a choisi de faire la perspective avec depuis le déconfinement, donc la reprise quand même d'un certain nombre d'activités. Et là, ce qu'on constate, c'est que on a quand même une activité, en tout cas un volume horaire hebdomadaire plus soutenu depuis la crise, depuis le déconfinement. On était à 49% des dirigeants qui travaillaient plus de 50 heures par semaine habituellement, et aujourd'hui on est à 61%. Donc on sait que voilà, la charge, elle se fait par rapport à l'activité d'une part et par rapport aussi à toutes les choses annexes qui aujourd'hui prennent une part aussi plus importante dans leur activité. Le nombre de jours de repos par semaine, on a 56% des dirigeants qui prennent au moins 2 jours de repos. Donc une partie aussi à hauteur de 38% qui en prennent moins. Et par rapport à ce rythme de travail, justement, est-ce qu'il a changé depuis la reprise d'activité, donc depuis le premier déconfinement? Oui, moins de jours de repos pour 16% d'entre eux. Plus de jours, c'est très très marginal à 1%. Et le rythme n'a pas changé pour 83% des dirigeants. Par rapport au nombre de semaines de congés par an, là on est sur une donnée voilà, habituelle qui n'a pas été distinguée entre depuis et enfin avant et depuis la crise. Et là ce qu'on constate, c'est que on est sur un profil de dirigeants par rapport à la moyenne, au benchmark des dirigeants qui se trouvent juste en bas encadrés en violet, qu'on est sur des dirigeants qui prennent peut-être un petit peu moins de jours pendant la semaine, un volume horaire quand même assez conséquent, mais plus de semaines de congés par an. Donc un modèle de travail voilà, qui aura sûrement de grosses différences en fonction des secteurs d'activité. Donc après ça, on peut tout à fait creuser ces données, mais en tout cas dans les moyennes des résultats, c'est ça que l'on observe. Alors pour poursuivre justement sur les habitudes et les conditions de travail, on a 3 indicateurs très très parlants, très importants à noter sur cette slide-là. La première, c'est le travail physiquement fatigant. Donc là, la moyenne, elle se situe à 49% des dirigeants qui déclarent ce point-là. Au niveau des dirigeants interrogés, là, on est à 14%.
Donc en fait, on est sur des profils de dirigeants qui n'estiment pas forcément leur travail comme physiquement fatigant. En revanche, si on va dans le petit carré juste à côté, sur le côté, sur l'aspect plutôt mental, mon travail est nerveusement fatigant, là on voit que la moyenne elle se situe à 59% des dirigeants qui le déclarent. Et parmi les dirigeants interrogés, en tout cas pour cette enquête-là, on est à 90% des dirigeants qui se disent nerveusement fatigués dans le cadre de leur activité. Donc là, l'impact de la crise, il y est sûrement pour quelque chose, mais en tout cas, on voit une très nette différence entre la perception de leur travail physique et mental. Et on voit que c'est vraiment l'enjeu sur la santé mentale ici, en tout cas, qui a été exprimé clairement par les dirigeants. La troisième donnée là qu'on a indiquée sur cette slide, c'est justement le fameux sujet du droit à la déconnexion. Et on a 61% des dirigeants qui déclarent avoir l'impression de ne jamais pouvoir décrocher du travail. Donc ça, c'est aussi à mettre en parallèle avec justement ce travail nerveusement fatigant. Et si on couple les deux, on se rend compte qu'on est vraiment sur des profils finalement qui travaillent beaucoup avec un volume horaire qui s'est quand même accentué depuis la crise sanitaire et qui a vraiment un enjeu assez fort sur cet aspect-là de santé mentale. On n'est pas très loin finalement de la moyenne sur ce dernier point qui se situe à 52%, mais on est quand même au-dessus de 9 points, donc c'est quand même non négligeable et c'est quelque chose à bien garder en tête, en tout cas pour la suite des indicateurs qu'on va présenter. Alors si on poursuit justement sur cette thématique de stress, on a posé cette question sur une échelle de 5 en partant du pas du tout stressante à extrêmement stressante concernant les journées de travail. Donc diriez-vous que la plupart de vos journées sont. Et là ce qu'on constate c'est que le stress est présent avant la crise, il était déjà présent à hauteur de 50% d'entre eux. Donc un résultat là encore plus élevé que la moyenne qui se situe à 40%. Donc on sait que le stress est présent en entreprise, que ce soit du volet salarié que du volet dirigeant. On a un stress qui est relativement présent et sur la moyenne des dirigeants, on est également autour de 44% de stress pour les salariés. Là, avant la crise, on était déjà un petit peu au-dessus, mais depuis la crise sanitaire, on est passé à 79% de stress ressenti par les dirigeants et on voit bien que l'indicateur le plus accentué depuis la crise, c'est le extrêmement stressant. Et un dirigeant qui déclare dans une enquête être extrêmement stressé au quotidien, c'est quand même un signal d'alerte assez important et c'est ce qu'on observe dans les différentes études que l'on mène pendant cette crise. On voit vraiment cet impact extrêmement fort qui est vraiment souligné et déclaré par les dirigeants. Donc ça, c'est vraiment quelque chose... en tout cas, un des sujets d'action, un des sujets de prévention qui va ressortir aussi par la suite. En dernière question, vous le verrez, mais voilà, c'est vraiment un des facteurs de risque les plus importants là qu'on a identifiés au travers de cette enquête. Est-ce que sur ce point-là, vous avez quelques réactions Non ? Alors justement, vu que c'est un sujet de prévention extrêmement important, on voulait revenir un petit peu sur le stress pour comprendre un petit peu justement comment ça fonctionne et donner aussi au travers de cette intervention et de cette restitution finalement quelques clés pour comprendre le stress et quelques moyens finalement d'action pour le prévenir. Hop. Donc comprendre le stress, donc on sait que le stress c'est justement la perception du dirigeant des contraintes qui lui incombent dessus et sa perception justement des ressources qu'il a pour agir contre ces contraintes. Donc lorsqu'on a un déséquilibre entre les deux, et c'est ce qu'on observe dans le schéma indiqué, c'est là où justement le stress, la réaction naturelle de l'organisme génère le stress, et c'est là où en fonction justement de chacun, parce que le stress est perçu et vécu différemment d'une personne à l'autre, et il ne va pas justement avoir les mêmes réactions. Donc ça, c'est très important de le noter, c'est qu'on ne réagit pas tous de la même façon face au stress, mais ce qu'il faut savoir, c'est vraiment identifier ce qui peut déclencher le stress. Et ça, justement, on voulait vous donner quelques informations aussi sur le sujet, justement, vu que c'est un des principaux sujets et facteurs de risque qui apparaît. Donc le stress, en fait, au niveau physiologique, c'est quelque chose qui arrive et qui peut s'expliquer en 3 étapes. La première étape, comme on l'a vu juste avant, c'est la réaction naturelle de l'organisme, donc c'est l'alarme, le pic de stress qui arrive.
Ensuite, il y a la résistance, c'est comment on va réagir par rapport à ce stress et qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place justement pour agir dessus. Donc beaucoup de personnes peuvent agir sur leur stress au travers de différents moyens et donc le contrôler entre guillemets au quotidien pour éviter que ça devienne justement à la troisième phase de l'épuisement. L'épuisement, c'est quoi? C'est quand le corps est saturé, quand on produit beaucoup trop d'énergie finalement pour combattre ce stress et c'est là où on a un risque très important, comme le disait, comme on l'a pu le souligner, de burn-out, d'épuisement vraiment physique, mental. Enfin voilà, après là on est vraiment dans un schéma, cette troisième étape, on est vraiment sur un schéma, c'est le risque le plus élevé, c'est cette troisième étape lorsque le corps ne suit plus et qu'on n'est plus capable finalement de trouver des moyens pour agir dessus. Donc les signes d'alerte qu'on peut souligner pour cette intervention, parce que c'est des indicateurs qu'on a mesurés et qu'on va vous présenter juste après justement, et on pourra faire le parallèle. On a plusieurs types de signaux d'alerte. Tout d'abord les symptômes physiques. Donc là on est sur justement le manque d'énergie, les troubles du sommeil qu'on verra juste après, l'indicateur qu'on a mesuré aussi auprès des dirigeants, les troubles de l'alimentation aussi, tous ces facteurs physiques qui vont pouvoir déjà donner des premiers signes d'alerte sur justement la thématique du stress. On a également les symptômes émotionnels, donc la nervosité, la dépression sur le moyen et long terme, l'anxiété au quotidien qui vont être des facteurs de risque aussi, des signaux d'alerte face au stress. Les symptômes comportementaux, l'isolement, c'est aussi un indicateur qu'on a mesuré dans cette enquête. Donc l'isolement, le repli sur soi, la recrudescence de certaines addictions, donc la consommation d'alcool, de tabac, de drogue, c'est aussi quelque chose qu'on a mesuré dans le cadre de cette enquête, donc on pourra tout à fait le mettre en parallèle dans l'analyse justement des résultats. Et puis on a les derniers signaux cognitifs qui là vont être liés aux troubles de la mémoire, de jugement. Voilà, on est vraiment sur différents types de signaux qui finalement peuvent donner des signes de stress, et ce qui est important c'est vraiment de s'en rendre compte pour justement pour pouvoir en amont de phase, dans la phase de prévention justement, mettre en place de réelles actions pour agir dessus. Alors justement, on voulait aussi vous présenter ce petit schéma très très rapidement par rapport aux différents, le fonctionnement du cerveau, comment il agit en phase de stress. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a le premier niveau du cerveau qui va contrôler les réflexes, le reptilien, le cerveau des émotions et le cerveau de la réflexion. Et ce qu'il faut savoir, et ce qu'on dit en général, et c'est important de le souligner, c'est que lorsqu'on a un pic de stress et lorsqu'on est en situation de stress, justement, c'est le cerveau reptilien et limbique qui vont contrôler le cerveau. Et c'est pour ça qu'on dit qu'en période de stress, il faut surtout pas prendre de décision. Il faut vraiment se poser avant de prendre une décision, parce qu'en fait, le cortex, qui est le cerveau de la réflexion, c'est celui qui est le moins actif pendant la période de stress et dans ce qui se passe dans notre cerveau. Donc c'est toujours très important de rappeler que le stress, c'est lorsqu'il apparaît, lorsqu'on s'en rend compte, c'est une chose, mais la deuxième chose, c'est de surtout prendre du recul et d'éviter de prendre des décisions, surtout lorsqu'on est dirigeant. Je pense que c'est très important de le souligner, c'est d'éviter de prendre des décisions lorsqu'on se sent et lorsqu'on est vraiment dans un pic de stress et dans une période de stress. Alors ensuite, pour poursuivre justement dans les résultats, parce que c'est quelque chose qu'on peut aussi coupler justement avec ce niveau de stress qu'on a vu précédemment et l'impact que cela peut avoir aussi dans la conciliation des vies. Là, on le voit, avez-vous des difficultés à concilier votre travail avec vos autres engagements personnels, donc la vie pro et la vie perso? Là aussi, on a distingué avant et depuis la crise. Donc là, ce qu'on constate, c'est qu'on avait 53% des dirigeants avant crise, qui déclaraient avoir des difficultés de conciliation des vies. Donc la moyenne est à 44% pour les dirigeants et pour les salariés, parce que c'est une question également qu'on pose dans notre baromètre au niveau des salariés. On est à 34% des salariés qui ont des difficultés de conciliation. Là, on voit que, encore une fois, on avait avant phase déjà un niveau de difficulté de conciliation qui était un petit peu plus élevé que la moyenne et ça s'explique aussi parce qu'on a vu que la moyenne d'âge était un petit peu plus élevée, et ce qu'on observe dans les résultats, c'est que la tranche d'âge des plus de 50 ans en général, c'est ceux qui déclarent avoir le plus de difficultés de conciliation de vie.
Et donc depuis la crise, on passe de 53% à 61%. Donc là aussi, on voit que finalement tout est lié et que finalement le fait d'avoir un volume d'horaire plus important depuis la crise, d'avoir un niveau de stress plus important, et ben, ça se répercute aussi dans la conciliation des vies. Et on voit qu'on a 61% qui aujourd'hui déclarent de réelles difficultés. Et sur le oui tout à fait, on voit que c'est là où justement il y a eu cette augmentation dans les résultats. Alors si on poursuit justement sur les indicateurs d'isolement, donc on a posé la question en 2 temps. Le premier temps, c'est comment vous sentez-vous dans votre vie personnelle ? Et là, on pourra le mettre en parallèle juste après avec la sphère professionnelle. Et c'est là où on va voir vraiment le plus d'impact. Donc là, dans la sphère personnelle, ce qu'on constate, c'est qu'on a 81% des dirigeants qui se sentent entourés. Donc qui ont un entourage personnel solide qui les entoure au quotidien, donc c'est plutôt positif. On voit qu'au niveau de l'isolement, on est à 6%, donc c'est relativement faible comparé à la moyenne qui est de 13% sur la partie isolement. En revanche, on a 13% des dirigeants qui aujourd'hui ne se situent pas entre je me sens isolé ou je me sens entouré dans ma vie personnelle. Si on compare ces résultats-là justement dans le cadre de la vie professionnelle, dans le cadre de la fonction de dirigeant, ce qu'on constate, c'est qu'on a des résultats assez différents. Là, sur l'entourage des dirigeants qui se sentent entourés, on est à 65%. En revanche, sur l'isolement, on est à 21% de dirigeants aujourd'hui qui se sentent isolés dans le cadre de leur fonction de dirigeant. Et ce qu'il faut savoir aussi à travers ce résultat, c'est que 75% des dirigeants qui se sentent isolés dans leur vie personnelle se sentent isolés aussi dans leur fonction de dirigeant. Donc on est vraiment sur une dimension, et c'est ce qu'on voit avec la conciliation des vies, la fonction de dirigeant fait qu'aujourd'hui, d'être isolé dans sa vie personnelle a des répercussions sur sa vie pro, et puis inversement, tout est lié. C'est très difficile de marquer une limite entre la vie pro et la vie perso lorsqu'on est dirigeant d'entreprise. Et puis, ce qu'on a observé, parce qu'on s'était posé la question lorsqu'on avait fait un premier moment d'échange tous ensemble, c'était ce 15% de ni isolé ni entouré dans l'entourage, dans la fonction de dirigeant. Finalement, de ne pas se positionner, c'est aussi révélateur de certains enseignements. Et derrière ce 15%, on voit que c'est principalement des dirigeants d'entreprises de l'industrie, des bureaux d'études et des services qui n'arrivent pas à se positionner. Et on voit que forcément, ça n'étonnera personne, mais sur cet indicateur-là, l'effectif de l'entreprise, donc le nombre de salariés aussi, joue beaucoup sur cette variable-là. Et plus on a de salariés, plus on se sent entouré dans le cadre de sa fonction de dirigeant. Et par contre, sur ces indicateurs, alors je ne le souligne pas forcément, mais je le souligne lorsque c'est le cas, mais on a aussi comparé justement entre les hommes et les femmes si on avait le sentiment d'isolement plus ou moins important. Là, on n'a pas de différence en fonction des hommes et des femmes. On est sur les mêmes proportions. Ok. Alors si on poursuit du coup sur la santé et l'hygiène de vie des dirigeants, donc là on a posé la question en trois phases, donc l'état de santé en général, l'état de santé physique et l'état de santé mentale. Donc là ce qu'on voit c'est qu'on a quand même un résultat sur l'état de santé général qui se situe à 76% de dirigeants qui le perçoivent comme bon ou très bon. On est un peu en dessous de la moyenne des dirigeants qui se situe à 86%. Et puis là, entre la santé physique et la santé mentale, on voit bien, et ça confirme tout ce qu'on a pu dire précédemment, c'est que c'est vraiment la santé mentale aujourd'hui qui est très impactée et qui est vraiment déclarée par les dirigeants. On voit une nette différence entre la perception qu'ils ont de leur santé physique et de leur santé mentale. On a posé la question aussi pour connaître un petit peu leurs habitudes en termes de consommation de soins, de spécialistes. Et ce qu'on voit, c'est qu'on est sur un profil de dirigeants qui prennent, pour une partie d'entre eux en tout cas, quand même soin de leur santé et qui n'hésitent pas à aller consulter leur médecin généraliste au moins une fois par an ou en tout cas des spécialistes au cours de l'année.
Ce qu'on a posé aussi comme question, c'est connaître un petit peu au cours des 12 derniers mois si un médecin leur avait proposé un arrêt de travail, alors qu'il l'ait pris ou non. Et là, on est sur 13% des dirigeants qui se sont vus proposer un arrêt de travail. Donc on est un petit peu plus au-dessus de la moyenne des dirigeants qui est située à 10%. Et derrière ce chiffre-là des 13%, justement, on avait la ventilation pour savoir si c'était en lien ou pas avec justement la Covid. Et on voit que c'est principalement derrière ce 13%, à hauteur de 6%, c'est vraiment en lien avec la Covid-19. Donc c'est aussi quelque chose à garder en tête par rapport à l'interprétation de ce résultat. Et puis ce qui est intéressant, c'est de mettre en parallèle ces deux indicateurs juste en dessous. C'est que 86% des dirigeants pensent que leur état de santé peut avoir des conséquences sur la performance de leur entreprise. Donc on a vraiment l'enjeu de performance qui passe par la santé aussi du dirigeant pour la bonne santé aussi de l'entreprise. Mais en revanche, 73% d'entre eux déclarent également ne pas pouvoir s'arrêter, se permettre de s'arrêter lorsque le médecin leur prescrit. Et c'est vrai que c'est assez contradictoire parce qu'on sait qu'un arrêt de travail qui n'est pas respecté peut derrière finalement aggraver une situation de santé qui pourrait être atténuée, en tout cas par rapport aux recommandations des médecins. Donc là-dessus, c'est aussi un sujet à creuser et qui mérite vraiment une sensibilisation autour de ce point-là. Alors si on poursuit maintenant sur les habitudes de vie, donc par rapport à l'activité physique légère d'une part, ce qui correspond aux 30 minutes de marche par exemple, et la pratique vraiment d'un sport hebdomadaire. Donc là on voit qu'on a 13% des dirigeants qui pratiquent une activité physique légère, donc on est quand même bien en deçà de la moyenne des dirigeants qui se situe à 21%. Donc 13% c'est quand même assez faible pour les 30 minutes de marche qui sont recommandées par jour. Donc voilà, là il peut y avoir aussi le biais de la période de confinement, de la crise. On n'a pas fait de distinction sur cette question, donc forcément, je pense que la pratique d'une activité physique ou la pratique de sport actuellement est quand même peut en tout cas avoir été assez impactée par rapport au contexte actuel. Et sur la pratique du sport, en revanche, là, on est plutôt sur un résultat assez positif. On a près de la moitié des dirigeants qui pratiquent une activité sportive hebdomadaire. Donc on est là, pour cet indicateur-là, au-dessus de la moyenne des dirigeants que l'on observe et de celle des salariés aussi qui se situe à un niveau beaucoup plus bas, à 37%. Alors si on poursuit justement sur la partie alimentation, faire attention à leur alimentation, on a 77% des dirigeants qui le déclarent. Donc un mode de vie, on le verra juste après, un mode de vie plutôt sain qui passe par une alimentation saine. On sait très bien que le facteur du stress aussi, lorsqu'on est stressé, ça a des répercussions sur l'alimentation. Donc là, en tout cas, même si on a un niveau de stress qui est assez élevé, on a une partie des dirigeants, en tout cas une bonne majorité des dirigeants qui déclarent faire attention à l'équilibre de leur alimentation. Et puis on vous a mis juste à côté aussi l'IMC qu'on a calculé au travers de cette enquête. Ensuite, sur la consommation des produits à risque, donc là-dessus, on a posé plusieurs questions en fonction de ces différents produits identifiés comme à risque. Donc le tabac, donc là c'est plutôt positif. On a une proportion de fumeurs qui est quand même relativement plus faible que les moyennes que l'on observe à la fois sur les dirigeants et sur les salariés qui se situent à 24%. Là, on a 13% de fumeurs. Pas de différence entre les hommes et les femmes. En général, on a toujours sur ces indicateurs-là des différences significatives entre les hommes et les femmes en termes de consommation. Là, on n'a pas de différence. Ensuite, en revanche, sur la consommation de l'alcool, tous les jours ou presque, donc quotidiennement, c'est là où on avait identifié un niveau assez élevé à 22% des dirigeants. Donc, et là, derrière ce chiffre, on a une proportion d'hommes beaucoup plus élevée, 32% des hommes versus 4% des femmes qui déclarent en consommer tous les jours. Oui, il faut noter que c'est une enquête faite sur une population restreinte, sur un territoire restreint. Je pense que la sincérité des réponses est plus importante que dans une enquête globale nationale, ce qui donne cette espèce de défaut de vision. J'ai accepté qu'on les présente. On s'était posé la question en disant, mais d'abord parce que ceux qui ont répondu assument,
et sont conscients, c'est la meilleure des qualités. La conscience permet la rectification et l'amélioration. Et puis en tant que président d'un MEDEF, qui a des adhérents qui ont la vision juste de la situation juste, bon voilà, je pense qu'il y a beaucoup de sincérité dans ce compte rendu, dans ce rendu. Et la preuve en est dans ces 22%. Oui, c'est vrai que c'est des indicateurs qu'on considère toujours un petit peu comme sous-évalués, parce que c'est du déclaratif. Et là, on voit bien que si on est à ce niveau-là, c'est que voilà, on est vraiment sur un profil qui, puis on l'a vu par rapport aux autres résultats de niveau de stress, on est sur la sincérité quand même assez forte pour les dirigeants de cette enquête. Ensuite, donc sur la consommation des psychotropes, drogues, etc., on est sur un niveau très faible. Et derrière ce 1%, versus 3% pour la moyenne. Et puis sur les psychostimulants, donc somnifères, anxiolytiques, on est à 6% versus 7%. Et derrière ce résultat, c'est ce qu'on constate dans toutes nos études, c'est principalement des personnes qui ont des troubles du sommeil qui consomment ces produits-là. Et derrière les troubles du sommeil, là, on a une proportion plus importante de femmes qui les déclarent. Et justement, c'est l'indicateur que l'on voit juste après. Donc les troubles du sommeil, donc les difficultés à s'endormir, les réveils nocturnes, etc. Là, on est sur une moyenne de sommeil qui se situe à 6,6 heures par nuit. Donc on sait qu'en dessous de 6 heures de sommeil par nuit, c'est là où on a des conséquences mesurables au niveau de la santé. La recommandation est plutôt de 7 heures, mais on en est quand même assez proche. Et en revanche, sur la question des troubles du sommeil, là, on a bien distingué avant la crise et depuis la crise, avec une échelle de mesure. Et là, on présente les résultats pour ceux qui ont déclaré le souvent ou en permanence. Et là, ce qu'on constate, c'est qu'on passe quand même de 26% de troubles du sommeil avant la crise à 44%. Ce qu'il faut savoir, c'est que la moyenne des dirigeants, elle se situe à 19%. Donc, un dirigeant sur 5 souffre de troubles du sommeil et un salarié sur 3 souffre des troubles du sommeil. Donc là, on était entre les deux, on va dire, à 26%. Mais depuis la crise, on est clairement passé à un niveau de troubles du sommeil très élevé qui est complètement corrélé au niveau de stress. Sans surprise, on sait que les deux sont quand même très liés. Lorsqu'on est stressé, on a forcément plus de difficultés à s'endormir. Donc on a une très forte proportion de stress parmi ceux qui déclarent le plus de troubles du sommeil, c'est-à-dire en permanence. Quasiment 100% de ceux qui le déclarent ont des niveaux de stress extrêmement élevés également. Donc on est vraiment sur une population très ciblée qui ont des risques au niveau des risques psychosociaux très très élevés. Donc je vais faire passer les slides suivantes très rapidement parce qu'on était sur un petit peu comprendre, agir sur le sommeil. Hop, je vais le passer par rapport au temps qui nous reste. Hop. Ensuite, donc sur donc ça c'est vraiment le chiffre pour clôturer cette partie-là avant de conclure. C'est pensez-vous faire ce qu'il faudrait pour avoir un mode de vie sain. Donc le mode de vie sain, c'est les habitudes alimentaires, la pratique de l'activité physique, la gestion du stress, du sommeil, etc. Donc là, malgré les résultats qu'on a vus, qui sont parfois à des niveaux d'alerte un petit peu élevés, on voit qu'on a quand même 71% des dirigeants qui déclarent quand même, en tout cas, faire ce qu'il faudrait, faire ce qu'il faut pour avoir ce mode de vie sain. On est sur un chiffre en deçà de la moyenne qui se situe à 80%, mais qui a relativisé justement par rapport au contexte que l'on vit. Et on est sur un niveau finalement qui reste quand même assez bon. Et parmi ceux qui ne pensent pas faire ce qu'il faudrait, on leur a posé la question pourquoi. Et là, on voit que c'est surtout le manque de temps, les difficultés d'organisation. On a vu que le volume horaire d'un dirigeant, et notamment chez vous, a quand même été bien impacté par rapport à la crise. Donc voilà, ça s'explique. Le manque d'énergie et de courage à 71% également. Et le manque de moyens financiers qui a quand même été soulevé pour 12%. Donc qui est aussi finalement une des conséquences de la réalité d'aujourd'hui. Juste sur ce point, Solène, effectivement, oui. On a des commentaires qui convergent pour dire qu'il y a aussi en ce moment une manque de possibilités d'accéder aux infrastructures sportives et de pouvoir pratiquer le sport après 18 heures. Bien sûr. Et pour ceux qui ne pratiquent pas bien le sport, d'accéder au restaurant. Pardon. Et puis pour conclure sur cette dernière partie, donc
principalement les attentes en matière de prévention. Donc on a d'abord posé la question sur le niveau de confiance sur ces différents champs, donc la vie personnelle, la santé, la situation professionnelle, la situation financière et l'activité de l'entreprise. Là, ce qu'on constate, c'est qu'on est sur des niveaux de confiance qui restent quand même assez élevés, de 73% à 90% dans la hiérarchie. Mais par contre, ce qui est à soulever, c'est que le tout à fait confiant, qui est en violet foncé, sont quand même à des niveaux assez élevés. Donc on est sur du plutôt confiant, donc sur des niveaux de confiance élevés, mais qui restent quand même assez fragiles si on regarde vraiment dans le détail des résultats. Ça c'est intéressant pour les amis. Ça, c'est les aides de l'État. Ça, c'est la situation positive autour, le niveau de confiance. La crise sans tout ce qui est autour, on serait complètement inversé. Alors, la question Bien derrière, là, on l'aurait pu demander juste après, mais qu'est-ce qui fait que vous êtes confiant? Et je pense que là, on aurait eu le retour. Monsieur Dubois aurait apprécié. Oui, Monsieur Vallès aussi. Et puis pour conclure sur les résultats de cette enquête, et c'est finalement ce qui est le plus intéressant, c'est selon eux, quels sont les domaines prioritaires justement en termes de prévention pour améliorer le bien-être et la santé des dirigeants. Et là, c'est vraiment très très intéressant parce que ce qui ressort en première et deuxième position, finalement, c'est les deux indicateurs, les deux facteurs de risque les plus élevés qui sont ressortis de ces résultats. Donc c'est vraiment une réalité aussi pour eux d'agir sur ces thématiques-là. Donc la gestion du stress, la prévention de l'épuisement professionnel, ça c'est quelque chose qu'on a vu au travers de plusieurs indicateurs qu'on vous a présentés. Et puis la gestion du sommeil, là on voit qu'il y a quand même plus de la moitié qui le plébiscite. Donc voilà, c'est vraiment un des champs d'action prioritaires sur lesquels ils sont en attente en tout cas d'action. L'activité physique aussi a été citée pour la moitié. On a vu que, et comme on le soulignait aussi au travers des remarques des participants, le contexte actuel fait que pour beaucoup qui le pratiquaient peut-être de manière intensive, aujourd'hui ne peuvent plus en tout cas avoir un niveau similaire. Et donc forcément, on sait que le sport aussi, dans le mode de vie sain et dans la santé mentale, ça a des répercussions, un impact très important. Donc là aussi, c'est pour eux en tout cas une des thématiques fortes en termes de prévention. Et j'en ai fini pour les résultats de cette enquête. Je vous remercie Solène. Je remercie aussi Brigitte Roblet avec qui on a dès le départ lancé ce projet et qui nous a permis d'en arriver jusqu'ici. Merci Brigitte de ton accompagnement qui était très important et passionnant. On va se dire au revoir, non? Pas pour le moment. Je pense qu'ils seront intervenus au fil de l'eau. Est-ce que dans la salle, il y a des réactions, des questions? Pardon Brigitte, il y a un commentaire. Ils disent maintenant, allez hop, tous à l'apéro. C'est ça, la santé physique et mentale. Il n'y a rien de tel. Moi, juste une observation. Donc, l'état de santé du dirigeant est déterminante et importante. Et je crois qu'il faut leur lier au fait que 73%, je crois que des chefs d'entreprise avaient dit que sans eux, l'entreprise ne tournerait pas. Pour nous, banquiers, c'est le risque clé. Donc si la santé du dirigeant n'est pas bonne et qu'en plus les dirigeants pensent à hauteur de 75%, leur présence est indispensable, c'est déterminant l'état de santé du dirigeant, je pense. Donc il y a une attention particulière à mener dans ce domaine-là pour faire en sorte qu'elle soit le plus adaptée possible. Et pour le moral, par exemple, MEDEF, il y a un petit groupe, entre autres, il y a d'autres choses qui se passent, qui organisent de temps en temps une réunion dans un restaurant, ils ne peuvent plus, ils appellent ça le club de la tête de veau. Et voilà, et après, ils repartent avec le sourire, et la confrérie, ils se sont mis en confrérie, et ils repartent, c'est des éléments de réunion, de discussion, de lâchage, de pression, voilà, qui permet de se rencontrer, d'attirer, d'avoir... Et vraiment, on sent qu'après, ça repart, quoi. Et, voilà, et ça nous manque beaucoup. Il n'y a pas à dire, la restauration en France est un accompagnement, j'insiste, comme la salle de sport. Par rapport à ce que vous soulignez, ça montre bien aussi l'importance du dirigeant dans l'entreprise, mais aussi
alors l'importance réelle, mais aussi la charge mentale qu'il se met, éventuellement. Donc effectivement, tout ça est très lié. La nécessité en amont de trouver des relais. On ne peut pas imaginer qu'un dirigeant... Moi, j'ai trouvé ce chiffre-là particulièrement presque inquiétant. C'est sûrement la vérité, mais que 3/4 des chefs d'entreprise pensent que leur entreprise, sans eux, ne puisse pas fonctionner, c'est un vrai risque, quoi, très clairement, vis-à-vis de l'extérieur, vis-à-vis des partenaires. Il n'y a pas de plan B. Oui, c'est ça. Et ça, il faut l'imaginer vraisemblablement. Et cette crise sanitaire a certainement révélé encore plus cet aspect. Vous voulez pas dire quelque chose, M. Kerkhoff? Vous voulez pas votre sentiment? Je sais que je viens un peu... Oui. Mais vous êtes important quand même dans le C'est dispositif. gentil. Merci pour ce travail qui est quand même très intéressant au niveau de la connaissance de l'état d'esprit, de la situation des dirigeants d'entreprise dans le département. Moi, ma remarque, j'en ai quelques-unes. La première, je constate en fin de compte que vos dirigeants ont le moral, mais sont lucides. C'est-à-dire que dans cette partie, comment ils imaginent la situation d'aujourd'hui et demain, avec mes mots, je crois que personne ne voit le bout du tunnel. Ça, c'est la première chose. Donc, c'est une situation qui risque de durer, y compris avec leur impact sur la santé. Alors, je crois que vos répondants ont un peu triché. C'est-à-dire que j'ai bien noté que des semaines de congés sont prises, les 2 jours de congés sont pris également. Je pense que même pendant les jours de congé, je crois qu'ils travaillent un peu encore quand même. Mais surtout, ce qui est un peu dangereux, c'est l'intensification du travail dans la journée elle-même. C'est-à-dire que je suis sûr que la durée du travail et son intensification a explosé, notamment depuis la crise sanitaire. Donc il faut vraiment prendre en compte que ça ne peut durer qu'un certain temps, quoi. Au niveau du risque santé, c'est clair que... alors ce qui est étonnant aussi, tant mieux, votre enquête ne révèle pas d'idées morbides. Non. Donc ça renforce la notion du moral, d'ailleurs. Et c'est quand même intéressant. Sur l'après-crise, alors je déborde un petit peu de l'objet. On disait que heureusement que l'État donne ce matelas de sécurité au travers notamment les prêts, l'activité partielle. C'est effectivement des dispositifs qui vont très progressivement se réduire, forcément, où il y aura une opération vérité aussi, en fonction de ça. Je pense que l'État le fera avec intelligence, bien évidemment. Il ne s'agit pas de confondre vitesse et précipitation. Comment vos dirigeants d'entreprise, là, se projettent sur l'avenir par rapport à leur situation sur l'après, qui est important aussi. L'après de fin des aides ou de limitation des aides, voilà, c'est peut-être aussi quelque chose qui serait intéressant de rechercher dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, pour justement confirmer ou infirmer ce moral qui est constaté malgré tout, quoi. Voilà, c'est ce que je retiens essentiellement de cette étude très intéressante. Merci. Jalès de la DGFT. Oui, merci pour cette étude. Je trouve qu'il y a une slide qui résume parfaitement tout ce que vous avez dit. C'est celle qui présente la balance avec les ressources et les contraintes. Et ce qu'il apparaît à travers les réponses des interviewés, c'est qu'ils perçoivent beaucoup de contraintes et ils ont très peu de ressources à leur disposition. Donc là, c'est peut-être pour prolonger cette réflexion. Je crois que c'est là-dessus qu'il faut réfléchir. C'est un peu ce que je disais dans ma première intervention. On voit très peu de
point positif, ou en tout cas les entrepreneurs ont beaucoup de mal, et c'est bien naturel, parce que les contraintes l'emportent à l'évidence, mais il faut arriver à trouver des ressorts positifs pour se sortir de cette situation. D'une certaine façon, les deux entrepreneurs que vous citiez qui ont vendu leur entreprise pour en créer une autre, ça c'est une réaction très saine, c'est une réaction de vie. Il faut arriver à positiver. Le télétravail, pour moi, ça reste un point très positif. Je lisais une étude, vous avez sans doute lu ça cette semaine, qui démontre que le télétravail augmente la productivité de 22%. Là aussi, il faut... Non, pourquoi tout simplement parce qu'on évite la fatigue des transports, parce qu'on est plus concentré, parce qu'il n'y a plus toutes les pauses, café, discussions, réunions inutiles. Dans l'administration, il y en a. Je pense qu'il y en a aussi dans les entreprises. Donc tout ça fait que le télétravail peut être vécu, et c'est l'occasion de le faire, comme un nouvel atout dont on doit se saisir. Au-delà, et je partage ce que disait le président du tribunal de commerce de Meaux tout à l'heure, on est un peu pour les entreprises dans une glaciation. C'est-à-dire que la perfusion d'aides publiques fait que certaines entreprises qui auraient dû fermer leurs portes, et puisqu'on voit qu'il y a beaucoup moins de cessation d'entreprises en ce moment, se poursuivent parce qu'il y a cette aide. Donc ça, d'une certaine façon, c'est de la mauvaise graisse qui aurait dû disparaître et qui pèse sur l'ensemble de l'activité économique. Parce qu'on parle des aides, mais n'oublions pas que les aides d'aujourd'hui, c'est les impôts de demain. Enfin, pardon de le rappeler, mais ça fait partie de mon travail. Vous ne seriez pas dans les finances? Mais ce n'est pas que moi qui les paie. D'abord, ce sont les entreprises, donc je crois qu'elles sont aussi conscientes de ça. Donc, encore une fois, il faut trouver, à travers tout ce constat, des points qui permettent de prolonger, de revivre. Parce que ce qui compte, c'est effectivement la fin de tout ça, et puis le rebond qu'on aura tous derrière. Merci, monsieur Lolès. Non plus, le tribunal de Meaux. Eh bien, écoutez, je vous remercie tous. Je remercie à ceux qui étaient à distance. Je vous remercie de nous avoir rejoints, tous et chacun. Et puis, essayons ensemble de sauver ce monde.